Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'avoir l'occasion pour cette présentation et statue sur la question environnementale dans le milieu scolaire et dans les espaces éducatifs en général. Une présentation dédiée à révéler et à déceler les phases de développement d'une démarche environnementale que j'ai proposée pour surmonter et dépasser les contraintes et les entraves qui s'opposent toujours à l'implantation et à l'installation d'un système de management environnemental dans les établissements scolaires. Je viens de concevoir cette proposition comme étant une sorte d'amélioration continue pour un projet que j'ai déjà lancé il y a plus de décennies, plus de 20 ans, intitulé Projet de gestion de l'environnement dans un établissement scolaire, qui est opérationnalisé et mis en œuvre dans des dizaines d'établissements scolaires, exécuté soit d'une façon complète ou d'une façon partielle parfois. En étroite collaboration et concertation avec les staffs de ces établissements et avec des associations qui ouvrent dans ce domaine et avec l'appui de plusieurs bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Ensuite, je l'ai présenté officiellement à M. le ministre de l'Éducation nationale et autres acteurs nationaux, ce qui a donné une sorte d'inspiration à autres projets et autres programmes, dont je signale celui de la mise à niveau environnementale des écoles. Oui, c'est comme ça la mise à niveau environnementale des écoles. C'est comme ça il est intitulé. Aussi, ce projet a remporté le prix national SN2 de l'environnement en 2006. Voilà, la démarche que je propose se déroule en 3 phases. La première, sujet de notre présentation aujourd'hui, Inch'Allah, se focalise sur la méthodologie de l'analyse environnementale que je considère comme un précurseur qui est crucial et de base pour le lancement de la démarche. La deuxième est relative à cette démarche, aux critères limités, comme c'est par exemple le bilan carbone, qui va faciliter le passage à une autre démarche plus avancée, qui est globale et multicritère. Voilà, la troisième phase, c'est cette démarche multicritère, traduite par l'implantation d'un système de management environnemental avec un aspect global qu'on peut adapter selon notre choix, pour l'adapter ou non, selon le choix, un référentiel comme celui de l'ISO 14001. Et même, on peut aller jusqu'à la certification, et pourquoi pas. Et bon voilà, cette première séance sera consacrée à la méthodologie de l'analyse environnementale. Tout d'abord, je dois signaler la vocation pédagogique de notre démarche. C'est tout à fait normal. On n'est pas dans une entreprise ou une société, mais c'est un établissement scolaire. Et malgré le jargon utilisé, qui dérive du milieu professionnel, de la société et de l'entreprise, malgré ça, des efforts sont réalisés pour adapter la démarche au milieu scolaire, soit au niveau du jargon, du vocabulaire utilisé, soit même au niveau du contenu, des objectifs et des dispositions de la démarche. Alors pour l'analyse environnementale, j'avance que, premièrement, c'est une opportunité pédagogique et éducative à saisir sérieusement. Je souligne sur l'opportunité pédagogique et éducative. Et en plus, c'est un outil considéré comme précurseur crucial pour le démarrage, un bon démarrage d'une démarche environnementale. Et c'est quoi alors une analyse environnementale? Voilà quelques définitions selon des approches différentes. Une approche systémique, on dit que l'analyse environnementale est un examen systématique de quoi? Des activités, des produits, des services d'une organisation. Donc le but, c'est pour identifier les impacts sur l'environnement. Est-ce que ça s'arrête là? Non, c'est pour définir les objectifs environnementaux pertinents. Une deuxième définition qualifiée de fonctionnelle, ici c'est celle énoncée par Jean Grégoire, un ingénieur français, dans son ouvrage intitulé L'analyse environnementale, publié fin 2019. C'est un processus, mais qui doit aboutir à un plan d'action destiné à réduire les impacts. D'ailleurs, il insiste dans son ouvrage sur la mise en place
d'un plan d'action réaliste et viable. Une troisième définition, opérationnelle, qui révèle en quoi consiste cette analyse sur le terrain. C'est réaliser un état des lieux, c'est lister les impacts environnementaux, etc. Ensuite, on se demande pourquoi faire une analyse environnementale. Relativement à l'environnement du milieu scolaire, c'est-à-dire au niveau écologique, c'est pour déceler l'état des lieux de ce milieu et révéler les aspects et les impacts environnementaux, chose la plus cruciale, la plus importante de cette démarche, on va voir en détail, et se préparer pour une démarche globale, un système de management environnemental, ou à une démarche moins globale ou bien monocritère, comme la démarche carbone. Comme il va contribuer à déterminer les objectifs et les cibles environnementaux qui visent l'amélioration de la performance environnementale. C'est une sorte de planification environnementale qui va aboutir à construire un plan d'action réaliste et viable. Ensuite, il va aider à respecter les obligations de conformité et à améliorer l'image de l'établissement. Respecter les obligations de conformité, c'est quelque chose de basique. Selon la norme 14001, les obligations de conformité proviennent des exigences obligatoires telles que la législation et la réglementation applicable, comme il provient des engagements volontaires, c'est-à-dire choisis par l'établissement, comme les normes, les relations contractuelles, etc. Enfin, identifier les risques et les opportunités. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que actuellement, les différents systèmes de management adoptent cette approche de risques et opportunités qui devient incontournable dans le processus de planification. On dit même qu'on planifie pour les risques et on planifie pour les opportunités, comme je vais montrer à la fin de cette présentation. Reste à dire que les risques, ou bien le risque, c'est l'effet d'incertitude qui exprime l'écart enregistré par rapport aux attentes, et l'opportunité, c'est un effet bénéfique potentiel à saisir. Par rapport à la vocation pédagogique, cette méthodologie va me permettre de saisir les opportunités éducatives et exploiter les atouts pédagogiques par l'implication des apprenants dans ce processus. Et promouvoir les objectifs de l'éducation environnementale et rendre le milieu scolaire exemplaire en matière de développement durable et s'aligner avec les dispositions de la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, et s'aligner à la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et à la stratégie nationale de développement durable. Cette dernière stipule l'exemplarité de l'administration en matière de développement durable. Pour les dispositions de la loi cadre 51-17, c'est la loi qui fixe les objectifs de l'État marocain dans le secteur d'éducation et de formation. Et parmi ces objectifs, on peut noter contribuer au renforcement des valeurs de citoyenneté, le sens d'appartenance, du développement durable, d'initiative, d'innovation, de créativité. Pour la vision stratégique de la réforme 2015-2030, avec ses fondements et ses leviers qui visent à restaurer une école performante, attractive, avec un modèle pédagogique diversifié, ouvert, innovateur, qui assure l'implication de la société de savoir. En général, notre démarche s'inscrit dans le cadre des efforts menés pour faire face aux répercussions des problématiques, qu'elles soient environnementales ou climatiques. Pour la méthodologie adoptée pour cette démarche, une phase de préparation, de sensibilisation et de mobilisation des ressources, c'est capital. La compréhension des contextes de ces enjeux, c'est décisive. Et c'est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel l'établissement évolue. La délimitation du périmètre d'application de la démarche, c'est nécessaire. Il se peut que ce périmètre-là soit sur la totalité du périmètre de l'établissement, ou bien il peut être tout simplement une partie du périmètre de l'établissement. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire de prendre sur le périmètre de l'établissement. Mais en général, pour les analyses environnementales des établissements scolaires,
c'est préférable de prendre sur le périmètre de l'établissement, c'est recommandé. L'engagement démontré et concret de la direction, c'est capital. Un travail collectif avec l'implication des parties intéressées pertinentes, c'est crucial. Pour les parties intéressées ou bien les parties prenantes, c'est toutes personnes ou organismes qui peuvent avoir une influence sur l'établissement ou bien peuvent eux-mêmes être influencés par les activités ou les décisions de l'établissement. Il y a des outils qu'on peut utiliser pour déceler ces parties, les hiérarchiser, pour révéler celles qui sont pertinentes. En général, pour un établissement scolaire, on peut lister ces parties-là, l'administration, le corps enseignant, les agents, les élèves, les syndicats, les associations des parents, la direction provinciale, l'académie, l'autorité locale, la commune, les associations locales, etc. Voilà, on passe voir une petite terminologie sur laquelle s'articule notre démarche. On commence par l'aspect environnemental. C'est l'élément des activités, produits ou services d'un organisme qui peut avoir une interaction avec l'environnement. Par exemple, dans le cas du jardinage scolaire, comme activité, l'utilisation de l'eau, c'est un aspect environnemental. L'impact environnemental, toute modification de l'environnement, qu'il soit négatif ou bénéfique, qui résulte totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme. Un aspect environnemental significatif, c'est un aspect environnemental qui a un impact environnemental significatif, c'est-à-dire important, ou bien il peut avoir un impact environnemental significatif. Le cycle de vie sont les phases consécutives liées d'un système de produits ou de services, de l'acquisition des matières premières jusqu'à l'élimination finale. En général, on parle du cycle de vie d'un produit. Il englobe toutes ces phases de la conception, commence de la conception de ce produit jusqu'à la fin de vie de ce produit-là. Pour les étapes d'une analyse environnementale, on distingue 6. Je vais adopter cette hiérarchisation des phases. La première, la caractérisation du milieu. La deuxième, l'inventaire des activités, produits et services. Ensuite, la détermination des aspects et des impacts. L'évaluation des aspects et des impacts. Ensuite, la détermination des aspects significatifs. Et enfin, c'est l'inventaire des risques et opportunités associés aux aspects et impacts environnementaux. On commence par la caractérisation du milieu. Et tout d'abord, c'est quoi caractériser un milieu? Ça consiste à examiner les caractéristiques, qu'elles soient physiques, biologiques, humaines, sociales, économiques d'un milieu. Dans notre cas ici, le milieu concerné, c'est le milieu récepteur, le milieu d'insertion ou d'implantation de notre établissement. Pour caractériser le milieu, on doit réaliser un état des lieux. Et dans quel but? L'état des lieux est une évaluation de l'environnement naturel d'un site donné qui permet de connaître l'impact de l'activité humaine sur ses composantes, qu'elles soient biotiques ou abiotiques. L'état des lieux est un procédé indispensable pour élaborer une analyse environnementale. Et c'est normal, on ne peut pas réduire les impacts sur un milieu ou bien protéger ce milieu sans faire un état des lieux et connaître tout d'abord son état initial, ses spécificités, sa vulnérabilité, sa sensibilité, etc. Et voilà quelques règles pour réaliser cette démarche, ou bien pour cette méthodologie de caractérisation. La première, c'est de préserver la vocation pédagogique de toute la démarche. Et on doit mettre au centre de la démarche l'apprenant. C'est-à-dire les apprenants, les élèves, les étudiants doivent être au centre d'une telle démarche. La deuxième règle, c'est de restaurer une étroite collaboration avec les parties intéressées, les personnes ressources. Voilà, les parties prenantes ou bien les parties intéressées doivent être impliquées activement dans cette démarche. La troisième règle, le groupe chargé de ce travail doit être multicompétent et la mission de son pilote doit être clairement définie. Voilà toujours la première place, c'est pour la compétence. Pour réaliser alors cette caractérisation, on doit procéder à une recherche documentaire et bibliographique qui inclut les études d'impact déjà réalisées lors de l'édification ou bien de la construction de l'établissement, mais avec les mises à jour nécessaires. Aussi les études internes déjà faites par l'établissement et les études réalisées par autres services. Ensuite, la documentation particulière, notamment les études scientifiques faites sur le site, autres études. Et procéder à des prospections
le terrain. Voilà, faire des études directes sur le terrain. Enfin, utiliser des cartographies qui illustrent par exemple les sites remarquables, les aires protégées, etc. Au début, il faut réaliser toute une petite fiche des données générales relatives à l'établissement. Ça doit être après détaillé, mais il faut présenter une petite fiche qui donne une vue globale, générale sur l'établissement. Pour les thématiques de caractérisation du milieu, en général, il y en a trois, ce qui est relatif au milieu physique, au milieu biologique et au milieu humain. Pour le milieu physique, avec l'atmosphère, l'eau et ses réservoirs, le sol et ses paramètres, le paysage, la topographie, les données climatiques, les nuisances, les secteurs des rejets et l'historique de la pollution dans le site. Pour les milieux biologiques, on statue sur la faune, la flore, la biodiversité, les espèces remarquables, les zones protégées, etc. Pour les milieux humains, on va voir le type d'habitat, la population à proximité, les établissements sensibles qui se trouvent à côté ou à proximité de l'établissement, de notre établissement, les infrastructures, les servitudes, etc. Pour la deuxième étape, il sera consacré à faire l'inventaire des activités, produits et services. Cette étape consiste à faire une liste exhaustive de ces différentes activités, produits et services, mais dans le périmètre et le domaine d'application préétabli déjà. Et pour adopter ce jargon au milieu scolaire et éducatif, et le détacher un petit peu de son milieu d'origine, il vient du milieu professionnel, d'entreprise et de société, on peut dire en général que les produits sont les données de sortie d'un processus quelconque. Ça peut être un processus d'apprentissage, un processus d'éducation, un processus d'expérimentation, de manipulation dans un laboratoire scolaire, etc. Et les activités sont des actes coordonnés, sont ou bien une série d'actions réalisées, exécutées. Les services sont des prestations intangibles, on ne peut pas toucher, soit d'aspect technique, intellectuel ou numérique. Pour réussir notre inventaire, on doit assurer tout d'abord l'exhaustivité de cet inventaire-là, et rien oublier. Et aussi, lors de la détermination du domaine d'application, on doit procéder d'une façon, ou bien d'une manière dite proactive et anticiper les étapes suivantes de la démarche environnementale. Et c'est préférable de choisir un périmètre qui doit coïncider après avec le périmètre d'un système de management environnemental qui sera installé ultérieurement ou plus tard. Et aussi, un groupe de travail compétent se charge de faire cette tâche avec des gens qui connaissent bien le détail de l'établissement, de ses processus, ses procédures, ses activités, ses produits, ses services, etc. Pour les méthodes utilisées pour lister les activités, produits et services, je vais envisager ici 3 outils. Le premier sont les plans, les schémas de l'établissement. Et sur ces plans-là, ou bien ces schémas-là, on procède à réaliser un quadrillage avec un petit maillage sur un plan, sur un schéma. Et ensuite, relever dans chaque carré les activités, les produits et les services réalisés. Mais on doit vérifier après sur le réel. Est-ce que ça c'est conforme ou non? Un deuxième outil, c'est d'utiliser les cartes des processus avec une description pertinente des éléments d'entrée et de sortie et les activités de chaque processus. Mais toujours se rendre sur les sites pour comparer. Un troisième outil, c'est d'utiliser les organigrammes de l'établissement, qu'ils soient des organigrammes fonctionnels ou opérationnels, pour lister les fonctions, les postes, les activités. Et cette approche permet la prise en compte de la transversalité des fonctions et des activités. Voilà, on note bien que le brassage des 3 approches va permettre l'élaboration d'une liste exhaustive des activités, produits et services, sans rien oublier. Ici, on doit signaler des choses à prendre en compte lors de l'organisation de cet inventaire-là. Prendre en compte les modes de fonctionnement lors de la réalisation
de l'inventaire, c'est-à-dire le fonctionnement de notre établissement. On parle en général de trois modes. Il y a un mode de fonctionnement qui est normal, un mode de fonctionnement qui est dégradé, un mode de fonctionnement bien de marche qui est accidentel. Et par exemple, une année normale, avec un mode de marche normal, n'est pas comme une année, par exemple, le Covid, avec un mode de marche accidentel. Et une année normale, avec un fonctionnement normal, n'est pas comme une année pleine de grèves, avec un fonctionnement qu'on peut qualifier de dégradé. Et aussi prendre en compte les changements enregistrés. On procède après chaque changement qui touche les activités des produits et services à actualiser la liste d'inventaire. Pour la troisième étape, il est consacré à la détermination des aspects et les impacts. C'est vraiment le noyau ou bien la partie vitale de l'analyse environnementale. En quoi consiste alors cette étape? Elle consiste à lister d'une façon exhaustive les aspects environnementaux, quels soient les aspects dont l'établissement a les moyens de maîtriser de façon directe, ou bien ceux qu'il peut influencer de façon indirecte, ainsi que tous les impacts associés à ces aspects-là, et dans une perspective de cycle de vie. On note bien ici que l'établissement peut influencer des aspects qui sont hors de sa maîtrise directe, au niveau des, par exemple, des produits et services fournis par des tiers. On parle ici par exemple du transport scolaire assuré par autres organismes, les associations par exemple, les produits et services fournis à des tiers, s'il existe, des processus externalisés. Ce sont en quelque sorte les fonctions déléguées ou passées à autres organismes externes qui offrent par exemple les prestations relatives à la sécurité, au gardiennage, etc. par exemple. Comment alors on pratique déterminer les aspects, les impacts? Voilà un petit schéma qui cartographie les liens entre les activités, aspects et impacts. On a déjà la liste des activités. On essaie d'en faire sortir les aspects qui sont les éléments aptes à réagir avec l'environnement. Ensuite, de la même façon, après avoir listé les aspects, on déduit les impacts qui leur sont associés, sachant que l'impact, c'est toute modification, qu'elle soit négative ou positive, engendrée par un aspect. On note bien qu'une activité peut engendrer un ou plusieurs aspects, et un aspect peut engendrer un ou plusieurs impacts. C'est la règle générale. Ici, on révèle bien la relation entre les aspects et les impacts. C'est une relation cause-effet. Voilà ici, à gauche, c'est quelques définitions figurées qu'on a déjà citées, figurées par la norme ISO 14001. Et à droite, quelques exigences spécifiques de cette norme. Et la norme utilise cette expression pour signaler l'exigence. Il dit l'organisme doit. Par exemple, ici, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux. Ici, l'organisme doit prendre en compte les changements dans cette procédure. Et l'organisme doit déterminer les aspects significatifs. Mais on peut ouvrir une petite parenthèse pour dire que la norme ISO 14001, c'est une norme élaborée par l'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation, comme un référentiel qui définit les exigences et les lignes directrices pour un système de management environnemental efficace et certifiable. La norme est applicable pour toute organisation, de toute taille et de toute nature. Ici, c'est quelques exemples pour les activités aspect impact. Par exemple, une activité d'éclairage et salle d'études. Il peut présenter deux aspects au plus. Le premier, c'est l'utilisation de l'électricité. La deuxième, c'est l'utilisation d'équipements d'éclairage, les ampoules, les fils, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'éclairage. Ces aspects-là engendrent plusieurs impacts. Par exemple, ici, contribution au réchauffement planétaire, diminution des ressources naturelles, pollution du milieu naturel. Vous trouvez d'autres impacts qui sont liés à ces aspects-là. Voilà un modèle d'inventaire qui englobe les activités, les aspects, les impacts. Un modèle qui est adapté, qu'on a adapté déjà dans notre projet
un établissement scolaire, pour la colonne des activités, on trouve ici expérimentation et manipulation au laboratoire, c'est-à-dire au laboratoire scolaire. On peut lister quelques aspects, les rejets gazeux, la production des déchets dangereux dans le laboratoire, les déversements accidentels, l'utilisation de matières premières, ce sont tous des aspects qui engendrent des impacts, la pollution d'air, la pollution du sol, possible atteinte pour la santé humaine, la biodiversité, etc. Notre activité, éclairage des locaux, l'aspect c'est l'utilisation de l'électricité, l'impact c'est évidemment c'est le réchauffement climatique. Notre activité, régulation d'espaces verts, l'aspect c'est la consommation d'eau, l'impact c'est l'épuisement des ressources en eau, etc. Il y en a plusieurs activités qu'on a listées, et les aspects qui sont associés à ces activités-là, et les impacts qui sont engendrés par ces aspects. Pour la quatrième étape, il concerne l'évaluation des aspects et les impacts. Quoi consiste alors? Après avoir listé les aspects et les impacts, on doit procéder à une évaluation qui va nous permettre de les hiérarchiser et les classer selon leur ampleur, leur importance et relever ceux qui sont significatifs, c'est-à-dire les plus importants. Voilà, cette hiérarchisation se fait au moyen de critères choisis et établis en interne, c'est-à-dire par l'établissement. Un groupe de travail se charge d'élaborer ces critères qui seront validés par suite. Dans la plupart des cas, on a recours à des méthodes de cotation avec l'utilisation des critères de cotation. Par exemple, les plus utilisés, les plus fréquents, le critère de la fréquence, les impacts, la gravité des impacts, la sensibilité du milieu. Pour la fréquence d'apparition des impacts, on statue sur le rythme et le nombre d'apparitions de ces impacts-là. Pour la gravité, c'est décomposé en sous-critères de nature, de quantité. Pour la sensibilité du milieu, on statue sur la fragilité et la saturation, l'épuisement des ressources. L'évaluation de la sensibilité se fait selon l'aspect identifié. On élabore des grilles de cotation pour chaque critère. Ici, un exemple de grille de cotation pour la fréquence. On va voir une première méthode que j'ai choisie pour présenter. Pour la présenter, mais il y en a beaucoup, évidemment. Dans cette grille-là, la fréquence est stratifiée en 5 classes, qualifiées de, c'est-à-dire la fréquence de très rare, rare, peu fréquent, fréquent et très fréquent. Notez 1, 3, 5, 7, 10. Pour la première classe, notez 1, l'apparition est moins d'une fois par an. Pour la deuxième, une seule fois par an. Pour la troisième, 2 à 5 fois. Pour la quatrième, avec une fréquence mensuelle. Pour la cinquième, avec une fréquence hebdomadaire. Ici, une grille de cotation pour la gravité. C'est toujours avec 5 classes. Classe qualifiée de négligeable, un autre faible, moyen, grave, très grave, avec une notation de 1, 3, 5, 7, 10. Pour la sensibilité, voilà la sensibilité du milieu s'évalue selon l'aspect identifié. Si par exemple, on fait la cotation, l'évaluation de la sensibilité du milieu par rapport, c'est-à-dire vis-à-vis un aspect qui est le rejet liquide. Pour cette première méthode, on a 3 critères de cotation, la fréquence, la gravité et la sensibilité. Chaque critère permet de classer les impacts en 5 classes notées 1, 3, 5, 7, 10. Pour la significativité brute, c'est égal à la médiane de la fréquence, multiplie la médiane de la gravité, multiplie la médiane de la sensibilité. La médiane de chaque critère, c'est 5. La notation est sur 10. Alors, on calcule cette significativité. Dans ce cas, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est 125. Alors, pour l'impact qui est supérieur ou égal à 125, dans sa cotation, il est significatif. L'impact qui est inférieur à 125, il est non significatif. On peut utiliser notre règle, parfois, par exemple ici, dans cette méthode-là, il adopte notre règle qui dit que chaque impact dans la cotation relative à la gravité est supérieur ou égal à 7, il est significatif d'office.
On passe voir une autre manière de cotation dans une autre méthode, deuxième méthode. Pour la fréquence d'apparition de l'aspect, il est ici dispatché sur 4 classes, notées de 1 à 4, comme vous voyez. Et pour la même méthode, pour la gravité, ici on implique la notion de réversibilité, aussi l'étendue temporelle et spatiale, avec 4 classes de gravité. L'état plus grave, il est décrit comme avec un impact irréversible, immédiat. Après, irréversible, on efface à long terme. Réversible et limité au site. La plus faible, impact bénéfique au nul, noté 1. Mais cette méthode, il intègre un autre critère, c'est l'indice de maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise des impacts. L'indice de maîtrise ici, il est gradué en 4 grades, 4 strates. La forte maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise totale, avec un indice de 4. Lorsqu'on dispose de le processus de cette maîtrise-là, on dispose de personnel qualifié qui font la maîtrise, avec des consignes présentes et applicables, avec des ressources nécessaires, l'existence de contrôle, de mesurage qui est régulier. Ensuite, l'indice de la maîtrise se dégrade graduellement avec l'absence ou la régression de ces circonstances ou bien de ces dispositions relatives à la maîtrise, pour aboutir enfin à l'indice 1 sans aucune maîtrise. Toujours pour cette deuxième méthode, on a deux niveaux d'impact. Le niveau d'impact initial, ou bien brut, qui correspond à l'évaluation de l'impact sans aucun moyen de maîtrise, ou bien sans aucun moyen de contrôle qui est mis en place. Le niveau d'impact résiduel, c'est l'impact qui subsiste après la réponse et la mise en place des moyens de maîtrise, de mesure, de prévention, de protection qui sont nécessaires. Pour le niveau de criticité, pour faire la cotation, on calcule tout d'abord le niveau d'impact initial, qui est la fréquence. Le niveau d'impact initial, c'est la fréquence, multiplié par la gravité. Ensuite, on calcule le niveau d'impact résiduel, c'est le niveau d'impact initial sur l'indice de maîtrise. Et enfin, on détermine le niveau de significativité. Si ce produit-là est inférieur à 8, l'aspect est considéré comme non significatif. Si ce produit est supérieur ou égal à 8, l'aspect est considéré comme significatif. Il reste à préciser qu'il y en a d'autres critères qu'on peut intégrer, utiliser, comme la conformité réglementaire, la réversibilité des impacts, l'étendue, soit spatiale et temporelle, le degré de perturbation, la valeur écosystémique, la valeur sociale, etc. Il n'y a pas de méthode unique pour déterminer et archiver les aspects environnementaux significatifs, mais il convient que la méthode utilisée, qu'elle soit il doit fournir des résultats cohérents. C'est ça l'essentiel. Il convient aussi que chaque établissement établit des grilles de cotation adaptées à son contexte. C'est préférable, c'est très préférable. Personnellement, pour la démarche dans un milieu scolaire, la démarche environnementale dans un milieu scolaire, je préfère utiliser des grilles plus sensibles, c'est-à-dire qui donnent la possibilité à une large gamme de notations pour distinguer entre les différents grades ou bien des intensités des critères. Aussi, je préfère intégrer le critère de réversibilité, d'impact et l'étendue spatiale, temporelle, comme des sous-critères de la gravité. Aussi, je préfère intégrer la maîtrise pour différencier entre l'impact brut et l'impact résiduel. La conformité réglementaire ne peut pas entrer en cotation, car elle répond, c'est naturel, elle répond à la loi de tout ou rien. Une chose, on dit qu'il est légal ou illégal, pas de valeur intermédiaire. Parfois, on doit prendre en compte des valeurs sociales et coutumières qui peuvent se transformer en facteurs limitants parfois
qui peuvent, si on ne les prend pas en considération, ils peuvent entraver notre démarche. Pour la détermination des aspects significatifs et l'étape 5, qui consiste à déterminer ces aspects-là, les prioriser dans une liste. Mais comment? Voilà, l'établissement définit un seuil à partir duquel les aspects environnementaux seront significatifs et feront l'objet de plans d'action. On a déjà vu dans les exemples précédents. La première méthode, il a adopté un seuil de 125, la deuxième un seuil de 8. Et à partir de ces seuils-là, l'aspect environnemental est significatif et au-dessous de ces seuils-là, il est non significatif. À signaler qu'on peut aussi déterminer, à part ces méthodes-là et ces cotations, on peut déterminer aussi les aspects environnementaux significatifs en prenant en compte les obligations de conformité, autres exigences, les risques et les opportunités, c'est-à-dire autres risques et opportunités, et aussi en se référant à la politique environnementale de l'établissement et ses choix stratégiques. La significativité des aspects doit rester sous surveillance puisque les hiérarchisations établies peuvent changer en fonction de facteurs variables, qu'ils soient internes ou externes. Et pour chaque aspect environnemental, on établit une fiche, toujours mise à jour et conservée pour garder la traçabilité. Cette fiche assure le suivi nécessaire de chaque aspect significatif. C'est un exemple avec l'adoption de la deuxième méthode qu'on a déjà traitée. C'est un tableau d'identification, de caractérisation et d'évaluation d'aspects impacts environnementaux. Dans cet exemple, on prend comme activité, dans un établissement scolaire, l'irrigation du jardin scolaire. Et parmi ces aspects, on trouve l'utilisation d'eau pour l'irrigation. Et parmi les impacts engendrés par cet aspect-là, on trouve l'épuisement de la ressource en eau. Pour l'évaluation initiale, on a fait des cotations pour la fréquence, on a donné 4, pour la gravité 3. Pour le niveau d'impact initial, c'est 4 fois 3. La fréquence pour la gravité, c'est 12. Pour la maîtrise actuelle, la description, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est l'irrigation gravitaire actuellement qui se fait. Le mode de fonctionnement, c'est normal. On est dans un mode de fonctionnement normal. On n'est pas dégradé, on n'est pas accidentel, c'est normal. C'est-à-dire dans les cas normal. Pour la conformité réglementaire, il n'y a pas quelque chose qui signale que cette activité ou bien ce qui engendre cet impact n'est pas conforme. Pour l'indice de maîtrise, il n'y a aucune maîtrise pour le moment. C'est-à-dire les choses sont laissées comme ça. Pour le niveau d'impact résiduel, si le niveau d'impact initial, voilà, qui est 12, divisé par l'indice de maîtrise qui est 1, alors le niveau d'impact résiduel, c'est 12. 12, il est strictement supérieur à 8, alors on classe cet impact-là qu'il est significatif. Signaler toujours que la révélation des aspects significatifs peut déclencher la mise en place d'une politique environnementale pour l'établissement et l'élaboration de sous-objectifs et cibles environnementaux à la base desquels un plan d'action sera instauré. Ces actions peuvent se manifester sous forme de bonnes pratiques, tout simplement des bonnes pratiques environnementales qui restent indépendantes, réalisées séparément, non intégrées, non structurées. Voilà, comme ça des actions, des petites actions, mais sans aucun lien. Mais ils peuvent s'organiser dans une démarche, aux critères, aux thématiques qui est limitée. Exemple, une démarche carbone, ou bien une démarche de travail sur un thème, comme le thème de l'eau par exemple, ou de la pollution, quelque chose comme ça. Ou bien se transformer en une démarche environnementale multicritère globale. Ou un système de management environnemental basé ou bien suivant un référentiel comme une norme, exemple l'ISO 14001, et même aller jusqu'à certifier le système, et pourquoi pas. Voilà, dans tous les cas, l'analyse environnementale permet d'entamer une trajectoire d'amélioration continue. On passe à la dernière étape, c'est l'inventaire des risques et opportunités associés aux aspects et impacts environnementaux. En quoi consiste cette étape? L'établissement, dans cette étape, il est amené
à identifier les risques, les opportunités associées aux aspects environnementaux significatifs qu'il est nécessaire de traiter afin d'atteindre les objectifs. Il faut alors traiter les risques, les opportunités pour atteindre les objectifs. C'est là où on concrétise vraiment l'approche risque-opportunité qui constitue un socle rigide et de base pour une planification, une vraie planification ou bien une planification fiable, pertinente et rigide. Voilà un exemple de risque et opportunité associé aux aspects environnementaux significatifs dans le cadre d'un plan d'action. On part d'une activité qui est le jardinage scolaire, avec un aspect qui est l'utilisation de l'eau, qui engendre des impacts. Parmi ces impacts, la baisse des ressources en eau, qui engendre des risques. Parmi ces risques-là, l'eau va se raréfier, on va voir un déficit hydrique. Comme il peut engendrer des opportunités, par exemple, l'opportunité de remplacer le système d'irrigation gravitaire par un système de goutte à goutte, qui est un système plus perfectionné. Et voilà, pour saisir cette opportunité-là, de nos plans d'action, on va programmer l'installation de nouveaux systèmes d'irrigation. Et pour prévenir le risque signalé, on va surveiller la situation et préparer des scénarios pour y faire face. En récap, je présente un modèle de sommaire pour l'élaboration d'une analyse environnementale dans un établissement scolaire que j'ai essayé d'adapter aux particularités du milieu éducatif et du milieu scolaire. Premier paragraphe, on fait une présentation générale de l'établissement, avec une présentation succincte de l'établissement. J'ai déjà montré un de ces modèles. Souligner brièvement les spécificités de l'établissement, de son site au niveau pédagogique, environnemental, social, économique, etc. Deuxième paragraphe, le contexte de l'établissement, les parties intéressées, avec l'inventaire de ces parties-là, avec l'inventaire des enjeux internes et externes pertinents pour l'établissement, et le domaine d'application de l'analyse. Troisième paragraphe, c'est pour l'état des lieux, on a déjà détaillé. Quatrième paragraphe, pour la réglementation générale, obligation de conformité applicable à l'établissement, c'est-à-dire un petit cadrage réglementaire relatif au système, c'est-à-dire la réglementation qui concerne le système éducatif, relative à l'environnement, aux autres exigences, qu'elles soient sectorielles, qu'elles soient locales, c'est-à-dire communales, ou bien les exigences qui sont choisies par l'établissement, sans oublier les règles coutumières, qui sont d'une importance, une grande importance. Voilà, on passe à détailler les activités, les processus, les produits et services dans une perspective de cycle de vie. Ensuite, à une veille réglementaire, pédagogique et technologique. C'est quoi la veille réglementaire? C'est un procédé qui permet d'identifier parmi les publications, parmi les productions réglementaires qui sont nouveaux et le nouveau texte, identifier qui sont applicables pour l'établissement. La même chose pour les nouveautés pédagogiques et aussi technologiques. C'est ce qu'on appelle une veille réglementaire pédagogique et technologique, c'est suivre tout ce qui est nouveau, qui est en relation avec notre démarche. Alors c'est un dispositif mis en place pour assurer une veille réglementaire pédagogique et technologique. En bref. Septième paragraphe, on fait l'énoncé des procédures et les pratiques existantes dans le domaine de l'environnement ou de l'établissement. Voilà. Ensuite, il vient les parties et les étapes capitales de l'analyse environnementale qu'on a bien détaillée, qui concerne la détermination des aspects et des impacts, l'évaluation des aspects et des impacts, la détermination des aspects significatifs et l'inventaire des risques et opportunités associés aux aspects impacts environnementaux. Là, on arrive à voir comment se fait la revue de l'analyse environnementale. C'est toujours dans le sens et la logique de l'amélioration continue. Une mise à jour de l'analyse environnementale et des documents associés se fait en fonction des changements qui ont lieu, qui concernent par exemple changements qui concernent les exigences réglementaires et autres exigences, qui concernent l'établissement. Parfois il y a des changements au niveau de l'établissement,
qui concerne les activités, qu'elles soient des arrêts ou bien des travaux d'extension, quelque chose comme ça. Aussi qui concerne les retours d'informations des parties intéressées. Il y a parfois des retours d'informations qui sont pertinents des parties intéressées qu'on doit prendre en considération. Et aussi les retours d'expérience. Et aussi s'il y a des changements de la politique environnementale ou bien des choix stratégiques de l'établissement. Et aussi lorsqu'il y a des changements de la significativité des aspects environnementaux qui sont déjà listés et suivis par des fiches. À la fin de cette première présentation consacrée à l'analyse environnementale, qu'on peut qualifier de précurseur, de base de toute la démarche, à la fin de cette présentation, je peux déjà émettre ou énoncer une proposition que je viens de concevoir comme une structure, une architecture d'agencement, de confection et d'ordonnance des différentes phases imminentes, c'est-à-dire les phases prochaines de notre démarche. Voilà le schéma qui illustre la trajectoire et la succession de ces phases. Cette structure est conçue pour franchir et surmonter les difficultés, les contraintes qui entravent soit le lancement d'une démarche environnementale ou bien la restauration d'un système de management environnemental dans un établissement scolaire, soit dans la phase de son élaboration ou de mise en œuvre, ou la phase de maintien ou d'amélioration. Voilà, l'analyse environnementale aide à élaborer une politique environnementale et définir les objectifs et les cibles environnementaux. Après, on passe à l'action. C'est ça le plus important. On peut passer directement à l'implantation d'un système de management environnemental, un système global, multicritère, mais c'est préférable de procéder progressivement, petit à petit. Tout d'abord, on peut lancer des actions simples sous forme de bonnes pratiques environnementales, même s'il n'y a pas une vraie corrélation, il n'y a pas des vrais liens entre ces actions-là. Comme on peut lancer une démarche monocritère, comme une démarche carbone, ou une autre démarche qui y a un sujet, un thème spécifique, comme celui de l'eau, des énergies, des déchets, etc. L'intégration de cette démarche monocritère s'avère d'importance cruciale, puisqu'il va permettre d'instaurer un tout petit système de management facile à élaborer et facile à mettre en place et à maintenir, qui va fournir un cadre organisé, et fournir des ébauches de procédures, de documentation, d'infrastructures et de compétences qui vont catalyser et faciliter le lancement d'un système de management environnemental global, c'est-à-dire multicritère. Un système pour lequel on peut adopter un référentiel, comme celui de l'ISO 14001, et même aller jusqu'à la certification, et pourquoi pas. Enfin, on arrivera à boucler ce dispositif et entamer une allure ou bien un cheminement cyclique dans une perspective et une optique d'amélioration continue. Voilà, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour statuer sur la deuxième étape de la démarche qui sera consacrée à la méthode bilan carbone comme exemple d'une démarche monocritère qui va faciliter après la restauration d'une démarche multicritère. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah.